Alors ceci est le premier des cours que je veux faire sur l'approche de la recherche moderne, et en particulier celle que je connais le mieux, c'est-à-dire la microbiologie et les maladies infectieuses. Tout d'abord mes liens d'intérêt, vous savez qu'on doit toujours, même si cette loi est très rarement appliquée, on doit toujours déclarer si on a de possibles liens d'intérêt qui éventuellement amèneraient à des conflits d'intérêts si on parlait de choses qui ont à voir avec ces liens d'intérêt. Donc moi je fais partie du conseil scientifique de société qui s'appelle Eurofin depuis 2022. Je suis consultant chez Hitachi depuis 2022 et je suis fondateur de start-up qui pour l'instant ne sont pas rentables. Voilà, donc le titre du travail que je veux vous présenter s'appelle sérendipité, qui est un terme anglais qui a été transféré en français, et donc vous voyez écrit en perse la nature, puisque ça vient d'un conte perse qui raconte que Serendip c'est Ceylan, d'accord, c'est le Sri Lanka maintenant, si vous voulez, c'est deux princes du Sri Lanka qui ont des aventures et qui par hasard et par chance découvrent une quantité de choses, et c'est tout le rôle du hasard et de la chance dans ce voyage. Et donc, la recherche peut être simplifiée en trois approches intellectuelles. La première est la déduction, dont je vais vous parler. La deuxième est l'induction, c'est-à-dire je pense à quelque chose et j'essaie de démontrer que c'est vrai. Et la troisième, c'est l'abduction, c'est-à-dire c'est la sérendipité, c'est-à-dire la découverte par hasard. Sur cette nouvelle image, William James, qui a été un des hommes qui a vraiment défini le pragmatisme dans la pensée humaine et dans la recherche, a essayé de définir deux types d'esprit dans l'approche de la découverte scientifique. Les esprits qui sont éduqués et délicats, qui associent des principes et du rationalisme, de l'intellectualisme, de l'idéalisme, de l'optimisme, qui sont des esprits religieux, qui sont pour la liberté, au moins théoriquement, monistes, c'est-à-dire qui croient en une seule chose, un seul Dieu par exemple, et qui sont dogmatiques. Cela représente une forme. Il faut reconnaître que c'est la forme dominante dans la pratique scientifique, dans la pratique de la recherche. La plupart des gens ont ce type d'esprit-là. Et probablement dans l'humanité tout court. Et puis les esprits durs, qui sont plutôt empiriques, basés sur les faits, pas sur les théories, souvent sensationnalistes, matérialistes, pessimistes, irreligieux, fatalistes, pluralistes et sceptiques. Et donc vous mettez ces qualités en face les unes des autres et vous avez deux approches qui sont radicalement différentes. Et bien sûr, moi j'ai cette approche beaucoup plus que la première. Et ceci s'est traduit récemment, j'avais fait un éditorial là-dessus, sur le fait que au tournant du XXe et du XXIe siècle, est apparu plus que jamais deux approches vraiment majeures dans la pratique de la science que je connais moi. C'est la science qui est basée sur la technologie et qui implique la découverte, c'est-à-dire que si vous avez une nouvelle technologie, vous voyez des choses qu'on ne voyait pas avant l'invention de cette technologie. Moi, c'est ce que j'ai fait, et donc j'ai couru après toutes les nouvelles techniques pendant toute ma vie pour pouvoir voir des choses qu'on ne pouvait pas voir avant. Et puis l'autre qui est l'équivalent de l'induction, ça bien entendu, la technologie driven, c'est ce qui amène à la découverte par hasard. C'est-à-dire que quand vous utilisez un outil, par exemple le premier génome que j'ai séquencé à la fin du XXe siècle, eh bien les gens me demandaient qu'est-ce que j'attendais de la séquence de ce génome, qui était celui d'une bactérie sur laquelle je travaille depuis 20 ans, et je leur ai répondu, je n'en sais rien. Justement, je vais à la découverte de ce génome, comme j'ai souvent employé cette analogie, comme les marins du XVIe et XVIIe siècle n'avaient pas la moindre idée. En réalité, ils avaient
de ce qu'ils allaient découvrir. Il y a bien raison de ne pas avoir d'idée, parce qu'ils n'ont pas découvert du tout ce qu'ils imaginaient trouver. Et donc, il y a une opposition, et qui a été très importante en France, sur ces deux aspects, les aspects basés sur la technologie et les aspects basés sur les hypothèses, c'est-à-dire basés sur ce que l'on connaît. J'émets l'hypothèse que je vais démontrer que ce que je pense est vrai. Et ça représente deux formes d'intelligence et deux formes d'orgueil, d'ailleurs, très très différentes. Moi, mon orgueil, c'est de dire, c'est un orgueil qui est basé sur les talents que j'ai découverts chez moi au fur et à mesure, c'est une capacité d'observation, une capacité de ne pas croire à ce qui a été dit, écrit et proposé comme hypothèse avant. Vous voyez, c'est le deuxième type de caractère. Et donc, je me dis, voilà, si il y a quelque chose à voir, je le verrai. Tandis que l'autre forme d'intelligence, la première partie, c'est les gens qui pensent qu'ils sont suffisamment intelligents pour avoir une hypothèse que personne n'a eue avant eux et de la démontrer. Donc chacun est orgueilleux, mais chacun à sa manière. Moi, mon orgueil, c'est de dire, écoutez, je suis sûr qu'il y a des trucs qu'on ne connaît pas, ça, c'est une certitude que j'ai toujours eue, je n'ai pas été déçu, et je suis sûr que je suis capable de les voir, parce que je suis capable de voir des choses que l'on n'avait pas vues avant. Tandis que les autres disent, moi je suis capable de penser des hypothèses que les autres n'ont pas pensé avant. Mais dans tous les cas, bien entendu, la recherche est faite de gens orgueilleux. Alors qu'est-ce que c'est que la déduction ? La déduction, la plupart du temps, est liée soit à des analogies. Voilà. Quand on a vu dans le passé qu'il y avait ça et qu'il y avait ça, bien, et qu'il y avait une corrélation entre les deux, on a trouvé la cause. Et donc la fin, c'est de trouver quelle est la cause de ça. Et bien sûr, il peut y avoir une quantité de choses qui sont corrélées, c'est-à-dire qui se passent en même temps, ce qui ne veut pas dire que l'un soit la cause de l'autre. Et donc, moi qui n'ai pas du tout un esprit de déduction, c'est une des raisons pour lesquelles je suis incapable, moi, d'avoir une opinion sur le changement climatique et le rôle de dioxyde de carbone, puisque il n'y a pas de test, il n'y a pas d'études qui aient été faites en disant, voilà, et on ne peut pas les faire, on ne peut pas dire, regardez, on prend la Terre, on enlève le dioxyde de carbone et elle refroidit, on rajoute du dioxyde de carbone et elle réchauffe. On ne peut pas le faire. On n'a pas de comparateur. Ce qui nous, dans mon métier, est la base même de la science, c'est de pouvoir comparer deux groupes qui sont les plus proches possibles. Donc, ça veut dire qu'on est dans un débat scientifique dans lequel moi, je ne peux pas comprendre ce débat-là, puisque je ne participe pas à ça et que dans mon monde, ça ne marche pas. Je vais vous donner un exemple qui est très, très intéressant. Mais ça ne veut pas dire que je juge qu'ils ont tort ou raison. Ils sont dans un autre monde que moi je ne comprends pas, en particulier quand on y associe des modèles mathématiques. Je ne comprends rien à ces modèles mathématiques, mais je ne crois pas du tout aux prévisions en général basées sur les modèles mathématiques, donc je ne crois pas plus celles-là que les autres. Voilà. Mais ça veut dire, vous voyez comment le mode de pensée au départ entraîne le fait que l'on adhère à une évidence. Regardez, la température change, le gaz carbonique augmente, et donc c'est le gaz carbonique ou les gaz à effet de serre qui entraînent le changement climatique. C'est un raisonnement analogique, c'est une corrélation, ça n'est pas une démonstration dans mon mode de science. Et je vais vous en donner un exemple qui était très intéressant. On a découvert relativement tôt, et c'était assez logique d'ailleurs, que le fait de fumer du tabac était associé à des cancers des voies respiratoires. Là, les choses étaient très compréhensibles puisque on avalait on aspirait quelque chose qui était chaud, dedans toute une série de choses, du goudron, il y a de la nicotine, il y a toutes sortes de choses, et donc la corrélation était assez rapide, et c'était assez facile de faire des groupes contrôle, c'est-à-dire de dire, écoutez, voilà, regardons dans la même maison, il y en a un qui fume, l'autre ne fume pas, il y en a un qui fait plus de cancer du poumon, l'autre qui en fait moins, et donc il y avait un comparateur. Ça, c'était très bien pour les cancers des voies respiratoires qu'on a bien compris, et donc, après, bien sûr, c'est très compliqué parce que c'est difficile de lutter contre le tabac, puisque les gens qui s'enrichissent le plus en vendant du tabac, c'est les États. Donc les États sont dans des situations qui sont complexes, parce qu'ils ne peuvent pas dire, écoutez, on va arrêter le tabac, parce que c'est une ressource financière des États absolument considérable.
Et ça, je le sais, parce que j'ai assisté, moi, à Matignon, à une discussion budgétaire sur il faut augmenter le prix du tabac, comme ça ils fumeront un peu moins, mais pas trop, parce que sinon ils vont arrêter de fumer, et on va perdre des recettes fiscales considérables, et on ne peut pas se permettre de perdre ces recettes fiscales. Donc tout ça, on nous dit beaucoup de choses au nom de la santé, mais si vraiment on veut faire quelque chose sur la santé, il faut faire une attaque sur le tabac beaucoup plus radicale que ce qu'on a fait, parce que ça, on sait que ça tue, c'est pas une fantaisie. C'est pas le... Alors après, par déduction, à partir de ça, on a prétendu tout ça, un certain nombre de choses qui n'étaient pas vraies. Par exemple, il y en a une qui m'intéresse beaucoup, c'est le cancer de la vessie. Donc, le cancer de la vessie, depuis 40 ans, 50 ans, on dit, mais ça aussi. Alors, une fois qu'on a identifié que le tabac était un facteur cancérigène évident, pour un domaine qui est évident, c'est-à-dire par où le tabac et l'aspiration de la fumée passent, c'est clair. Mais après, à distance, c'est devenu un peu compliqué. Alors, par exemple, on a vu pour le cancer de la vessie, on a dit, est-ce qu'il y a une corrélation entre le tabac et le cancer de la vessie? Et la réponse, c'est oui. Mais il y avait là un facteur confondant considérable. C'est que les hommes fumaient beaucoup plus que les femmes. Infiniment plus. Beaucoup plus. Et donc, il y avait beaucoup plus de cancer de la vessie chez les hommes que chez les femmes. Et après, par une simplification qui est habituelle quand on fait de la vulgarisation, ou quand on fait de l'enseignement, ou quand on fait du journalisme, on a fini par dire, écoutez, c'est pas compliqué finalement, le cancer de la vessie, c'est surtout le tabac. Et puis, il s'est passé quelque chose de fascinant. Les femmes se sont mises à fumer. Et maintenant, actuellement, elles fument autant, si ce n'est plus que les hommes. Mais il n'y a pas plus de cancer de la vessie chez les femmes qu'avant. Donc c'est pas vrai. Donc le tabac seul n'explique pas les cancers de la vessie. Donc la différence, c'était les hommes et les femmes. C'était pas le tabac. Et c'est que les hommes fumaient beaucoup mieux. C'est ce qu'on appelle un facteur confondant, c'est-à-dire que on ne peut pas déduire d'une simple co-incidence, c'est-à-dire que deux choses sont en même temps, on ne peut pas déduire de causalité, il faut essayer d'éliminer les facteurs confondants, et là le facteur confondant c'était hommes et femmes. D'accord ? Et donc depuis, en réalité, on observe ça depuis longtemps, on ne voit pas, alors que maintenant que les femmes fument, on voit exploser les cancers du poumon chez les femmes. Mais maintenant que les femmes fument, on ne voit pas exploser les cancers de la vessie. Donc c'est autre chose. Et au contraire, nous, basés sur cette observation qui m'intéressait beaucoup, on a fait un travail dont je vous parlerai, qui postule, on a publié ça, hein, que ce qui protège des cancers de la vessie, les femmes par rapport aux hommes, c'est la fréquence des infections urinaires. Pour une raison, c'est que, la raison pour laquelle j'ai pensé ça, j'ai écrit ça, j'ai commencé à développer ce sujet, c'est que depuis des décennies, un homme très intelligent, qui a été au moins aussi persécuté que moi, qui s'appelait le professeur Maté, il a été rayé du Conseil de l'Ordre, on lui a enlevé son unité de recherche, c'est un type génial, hein, qui a inventé l'immunothérapie en utilisant, basé sur des travaux avant-guerre que tout le monde avait oubliés, en disant que dans un certain nombre de cas, les bactéries stimulaient l'immunité et permettaient de réduire, voire de détruire les cancers. Et donc, il a utilisé, lui, une bactérie, la bactérie du BCG, qui sert à vacciner contre la tuberculose, qui est toujours utilisée maintenant pour traiter les cancers de la vessie. Et quand les cancers sont peu invasifs, ça marche très bien. Donc ça veut dire que on a la preuve de concept, là, c'est pas de la déduction. D'accord ? À partir de cette hypothèse, de quelque chose qui avait été observé par hasard. Hein. En pratique, un chercheur américain avait observé qu'il y avait des cancers, des sarcomes gravissimes, hein, qui, quand ils faisaient une infection cutanée par les streptocoques, guérissaient de leur sarcome. Et donc, il avait commencé à faire des vaccins anti-cancéreux avec des succès sur le sarcome qui étaient très importants. Et puis tout ça a été emporté par des stratégies chimiques, chimiothérapie, etc. Mais Maté, qui avait connu et observé ce phénomène, a développé ça pour faire l'immunothérapie, et ça a marché. Donc on a la preuve de concept qu'un certain nombre de bactéries sont capables de traiter des cancers au départ. Et donc ça veut dire qu'un certain nombre de bactéries sont probablement capables d'avoir une prévention de ces cancers. Et une des choses qui différencie le plus la vie des femmes et la vie des hommes, c'est les infections urinaires. C'est-à-dire que les hommes font très rarement des infections urinaires, exceptionnellement, et plutôt quand ils sont vieux. Tandis que les femmes, à partir de l'âge de 15 ans, font très souvent des infections urinaires, et des infections urinaires, et des infections urinaires. Et donc si on arrive à empêcher l'évolution des cancers de la vessie en injectant des bactéries, il est bien possible qu'en ayant des infections urinaires
régulière, on arrive à empêcher l'apparition de cancer de la vessie, ce qui est beaucoup plus raisonnable que de dire finalement le tabac, je ne vais pas me faire un défenseur du tabac, c'est une horreur le tabac, mais le tabac, ce n'est pas le diable qui explique tout, depuis les corps aux pieds jusqu'au cancer de la vessie. Ça explique les cancers des voies aériennes respiratoires, ça c'est clair, c'est vraiment sujet, verbe, complément, on comprend tout. Après, sur le tabac, les choses deviennent compliquées parce que le tabac étant tellement considéré, à la fois, il n'y a pas de lutte sérieuse contre le tabac. Tout ça, c'est de la publicité, mais la lutte sérieuse, il faut arrêter de vendre du tabac. Puis voilà, si on arrête de vendre du tabac, il y aura bien sûr de la contrebande. Donc l'État ne gagnera plus d'argent, mais en pratique, il fumera quand même beaucoup moins. Ce sera plus difficile, ce sera plus cher. Voilà. La lutte contre le tabac est devenue, c'est quelque chose sur lequel on revient assez souvent, qui est très intéressant, est devenue une arme du pouvoir. Alors l'État et les structures institutionnelles ont de moins en moins de pouvoir réel. Ils ont le pouvoir de nous prendre de l'argent. On fait beaucoup en France. Premier ex-aequo ou deuxième avec le Danemark. À côté de ça, un outil qui a été incroyablement instrumentalisé, c'est la santé publique. Maintenant, on peut vous ordonner de faire toute une série de choses, on l'a vu dans la crise du Covid, au nom de votre santé, pour faire votre bien. Même si vous ne le voulez pas, c'est faire votre bien malgré vous. On sait mieux que vous, c'est mieux que votre médecin, on sait mieux que ceux qui s'occupent de vous, ce qui est bon pour vous. Alors pour le tabac, du coup, une fois qu'on a eu dit que le tabac était un poison et qu'on s'en occupe pas sérieusement, on a dit, écoutez, très bien, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre sur le tabac? Alors, les gens qui ont dit, mais attendez, il y a le tabagisme passif. D'accord? Alors le tabagisme passif, déjà le tabac en soi, pour le simplifier, on a fini par oublier l'effet dose. On a fini par oublier que si vous fumez 3 paquets de cigarettes par jour, c'est pas la même chose que si vous fumez 2 cigarettes par jour. Ça, il n'y a rien à voir en termes de risque, bien sûr, parce qu'il y a un effet dose. On a fini par l'oublier, ça. Donc c'est juste tabac oui non. Ensuite, donc quand on est arrivé à tabac oui non, quand vous en êtes à dire, écoutez, si vous fumez 2 cigarettes, vous avez le même risque que si vous fumez un paquet, on peut passer maintenant au tabagisme passif. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un fume à côté de vous? Le problème, c'est que le tabagisme passif, on ne peut pas le définir. Parce qu'il n'y a rien à voir entre vivre avec quelqu'un qui fume 3 paquets de cigarettes par jour et s'asseoir sur une terrasse ou dans un restaurant dans lequel quelqu'un fume. L'inhalation des produits autour du tabagisme passif, c'est pas quantifiable. Donc vous ne pouvez pas quantifier le tabagisme passif. Donc on ne peut pas, du coup, avoir de groupe contrôle. Et le seul travail qui a été fait où il y avait une différence avec un groupe contrôle, c'est un travail japonais qui avait été fait chez des gens qui vivaient à la campagne, qui étaient exposés d'ailleurs à des microparticules considérables. C'est des gens qui se chauffaient à l'intérieur avec des feux de bois intérieurs. D'accord? Et donc c'est le seul dans lequel on fait. Et d'ailleurs, il faut réfléchir, si vraiment le tabagisme passif avait pris une telle importance, on n'aurait jamais pu démontrer que le tabac était nocif. Parce que le tabac, c'était les gens qui ne fumaient pas. Mais si les gens qui ne fumaient pas, ils étaient tous exposés à l'époque au tabagisme passif. Donc si on a réussi à montrer que le tabac était en cause, c'est parce que le tabagisme passif était probablement négligeable. Donc ça veut dire, bien entendu, c'est pas... Tout ça est une question de raison. Dans une pièce fermée, de fumer à côté d'un gosse, c'est idiot. Maintenant, de là à interdire le tabac sur les plages, parce que ça représente un risque pour les personnes autour, c'est quelque chose qui n'est pas raisonnable. Peut-être que c'est gênant socialement, ou que ça fait des cochonneries, mais il faut pas dire que c'est au nom de la santé, parce que c'est pas vrai. De la même manière, après, c'est le geste, finalement, qui est devenu prohibé. Et donc, la même interdiction sur le tabac s'est mise sur la cigarette électronique, même quand il n'y a pas de nicotine dedans, d'accord? Parce que c'est le geste qui est devenu tabou, et c'est sur le geste que le pouvoir s'exerce, mais sans qu'il n'y ait plus de légitimation scientifique. D'accord? Il n'y a pas de légitimité scientifique à ça, mais c'est pour votre bien. Et quand on demande ça à un ministre, il dit c'est les scientifiques qui l'ont dit, ce qui veut dire à peu près rien du tout, parce que les scientifiques, ils sont comme tous les humains, il y en a qui disent une chose et d'autres disent que c'est le contraire. Donc on peut toujours choisir parmi les scientifiques ceux qu'on veut. Voilà, donc, à partir d'un phénomène qui est un phénomène d'observation, comment à partir de la déduction, on emmène à des choses qui sont indémontrables, qui sont justes et qui ont cessé donc d'être de la science pour devenir de la conviction. Et donc vous ne pouvez plus discuter. Et donc c'est ce qui amène à avoir des débats dans lesquels les gens disent mais ça c'est clivant, ça fait partie d'un groupe, ça c'est contre ça. Donc
la remise en perspective de, attendez, vous dites un peu ce que vous voulez parce que c'est de la politique, mais la science, c'est-à-dire la capacité à démontrer quelque chose, là, elle n'est pas acquise. C'est pas démontré, ça. Voilà. Et donc, maintenant, non seulement ça, mais il y a maintenant des travaux qui ont testé l'hypothèse des cancers du poumon sur le tabagisme passif et qui n'ont rien trouvé du tout. Donc, c'est pas vrai. Ça ne veut pas dire que, si vous êtes à côté, quelqu'un fume, à la fin, vous ne ferez pas une bronchite chronique, ou je ne sais pas, mais en tout cas, ça, ce lien-là, honnêtement, n'a pas été démontré, et on a démontré l'inverse. La méthode suivante est l'induction. L'induction consiste, c'est ce qu'on appelle la recherche basée sur les hypothèses, c'est-à-dire peut-être à partir d'une observation, peut-être à partir d'analogies, tiens, je pense que ça est dû à ça, ou que ça entraîne cela. Ça pouvait être sur le tabac, ça peut être pour les infections, voilà. C'est un des premiers domaines de l'induction, ça a été la démonstration de la causalité dans les maladies infectieuses. Alors, je prends une bactérie, je l'isole, je l'injecte à un animal, l'animal est malade, je réisole la bactérie, donc il est bien malade à cause de la bactérie. C'est Koch qui a fait ça, donc, qui était le concurrent de Pasteur, et qui a démontré que la tuberculose, le charbon étaient des maladies bactériennes dues à une bactérie. C'était vrai, mais partiellement. C'était une démonstration. Pour une fois, on avait quelque chose de simple qui montrait la causalité. Et après, cette approche méthodologique a été développée et elle était partiellement exacte. Parce que les choses n'étaient pas juste binaires, pas juste aussi simples que ça. Et donc, on fait une expérimentation pour confirmer votre opinion. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait des dangers dans la recherche basée sur les hypothèses, parce que c'est ma génération. Donc, dans ma génération, quand j'étais jeune, tout était basé là-dessus. Il faut démontrer le mécanisme. Donc, démontrer par une expérience que l'hypothèse est exacte. Et j'ai vu très rapidement qu'en réalité, on contraignait les expérimentations de confirmation à obtenir les résultats que l'on pensait être réels. C'est-à-dire que quand on fait une manipulation au laboratoire, on définit les paramètres. Et ces paramètres, c'est pas la nature. D'accord ? Donc ces paramètres, on les définit en fonction du résultat qu'on veut obtenir. Et il suffit de changer très peu de choses pour que les résultats soient différents. C'est ce qui a fait qu'à la fin du XXe siècle, il y a eu un énorme mouvement sur le problème de la reproductibilité de ces résultats. Et nous, parmi les choses qui ont été basées sur les hypothèses qui ont été faites dans mon laboratoire, il y a la manière dont les cellules tuent une des bactéries sur lesquelles on travaille. Il n'y avait que 2 équipes au monde qui travaillaient là-dessus, notre équipe et une équipe américaine, et le résultat finaux était différent. Et on n'a jamais réussi à expliquer, sauf que dans les 2 laboratoires, les résultats n'étaient pas les mêmes. C'était les mêmes cellules, les mêmes bactéries, les mêmes milieux. On n'a jamais réussi à montrer qu'est-ce qui était différent. D'accord ? Ça veut dire que quand on réduit, pour prouver une hypothèse, les choses, et qu'on les contraint dans un système donné, en réalité, les résultats ne peuvent pas être reproductibles. Parce que ça dépend de tout. C'est-à-dire, les réactifs qu'on achète ne sont pas les mêmes. On utilise beaucoup pour les cultures cellulaires du sérum de veau fœtal. Mais d'un sérum de veau fœtal, ici, aux États-Unis, ils ne sont pas les mêmes. En particulier, est-ce que la mère prenait des antibiotiques ou pas, ça va tout changer dans la réaction des cellules. D'accord ? La race du veau peut changer. La nature, c'est des complexes biologiques qu'on met. Ensuite, la concentration qu'on met en sucre, en sel dans les cultures cellulaires va moduler et changer. Parce que, à la différence de ce qui se passe chez les humains ou chez les animaux, c'est ce qu'on appelle des homéothermes, c'est-à-dire où tout est contrôlé. Il y a très peu de variations. Vous voyez, quand vous avez 1 degré de plus, vous le ressentez. Est-ce que vous pouvez changer 5 à 6 degrés ou 7 degrés dans les cultures cellulaires, si vous voulez, vous ne verrez pas la différence. Il est possible que simplement, il y ait une étuve qui soit à 35 degrés et l'autre à 37. Les réactions sont différentes, mais vous ne les verrez pas. Donc, le contrôle de tous les paramètres chez les êtres complexes, comme nous, fait que on ne peut pas les réduire à des relations aussi simples que ça. Ça peut donner une indication, mais ça ne peut pas, on ne peut pas, et donc ça ne peut marcher que dans un sens, c'est-à-dire que ça ne peut marcher que quand vous avez tous les éléments pour
trouver, pour penser qu'il y a quelque chose, eh bien vous pouvez passer un modèle expérimental, ou vous pouvez passer un modèle cellulaire, et s'il va dans le même sens, eh bien vous pensez que c'est bien. Voilà. Sinon, et même et y compris, d'ailleurs, il y a un des grands scandales scientifiques qui a été fait comme ça, qui n'était pas d'ailleurs spécifique de ce scientifique. Ce qu'on a découvert, c'est que, eh bien, si quelqu'un avait une hypothèse à laquelle il croyait très fort, s'il faisait 3 expériences, qu'il y en avait 2 qui allaient dans son sens et une qui n'allait pas dans son sens, il pouvait refaire une 4e expérience qui, avec un peu de chance, allait être neutre ou tomber dans son sens, et du coup, éliminer celle qui n'allait pas dans son sens, en disant, bah, écoutez, j'ai pas utilisé les mêmes réactifs, etc. Et donc, ça y est, l'hypothèse était confirmée. Et c'est inconscient, hein, le type qui faisait ça est un type qui est un très grand scientifique, c'est un phénomène inconscient de dire pourquoi cette manip marche pas. Et donc moi, basé sur cette notion que j'ai depuis plus de 30 ans, je dis au contraire dans mon laboratoire, quand vous faites une manip et qu'il se passe l'inverse de ce que vous pensez, c'est ça qui est important. À chaque fois que vous confirmez, c'est peut-être pas vrai. Parce que quand vous confirmez, vous biaisez, vous tirez la technique vers votre opinion. Tandis que quand il se passe, c'est l'inverse de votre opinion, alors ça c'est intéressant. Et c'est ce qu'il faut regarder. J'avais une de mes postdoc, qui était une fille absolument merveilleuse, Christelle Desnus, quand elle est arrivée dans mon laboratoire, on faisait beaucoup de séquences sur les virus géants. Et elle m'a dit, par quoi vous voulez que je commence? Et je lui ai dit, écoute, par quoi tu vas commencer? Tu vas regarder dans la poubelle. Parce que ce qui est important, tout ce qu'on a reconnu, finalement, ça n'est pas très important. Ce qui est important, c'est ce qu'on n'a pas reconnu, et dans ces manips énormes, nous avons tous pris l'habitude de mettre dans la poubelle ce que nous ne reconnaissons pas parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Cherche dans la poubelle et tu vas voir. Elle a cherché dans la poubelle et elle a vu qu'il y avait une séquence qui était répétée des milliers de fois. Elle a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette séquence? Elle a trouvé cette séquence, on a publié, on a fait un très joli papier avec ça, qui était dans la poubelle. Parce qu'elle n'était pas reconnue par le génome que nous avions fait avant. Et donc, cette séquence-là, en été, une séquence très importante dans la communication, permet de transférer des séquences d'un virus à l'autre. Donc, c'est ce qu'on a appelé le transpoviron. Cette séquence-là était quelque chose qui, naturellement, allait dans la poubelle. Et donc, actuellement, le nombre de choses qui vont dans la poubelle dans la création de données qu'on utilise les acides nucléiques, qu'on analyse les acides nucléiques, ou les protéines, ou le métabolisme, il y a un nombre de choses qui partent dans la poubelle. Quand on regarde les protéines, il y a peut-être 80% qui partent dans la poubelle parce qu'on ne sait pas les identifier. Donc, on ne les regarde plus. Et donc, ça veut dire que le monde, on commence à biaiser déjà, alors que tout ça paraîtrait simple de l'extérieur. Écoutez, faites des séquences, pas du tout, je reviendrai dessus, pas du tout. On n'accepte de voir que ce que l'on a, que l'on connaît, ou ce que l'on croit connaître. Et le reste, on n'accepte pas de le voir, on fout dans la poubelle. Donc, il faut se méfier terriblement de l'induction, et donc il faut savoir que à chaque fois que l'on porte le regard, vous savez, finalement, c'est la physique quantique qui veut dire que non seulement on biaise intellectuellement, mais peut-être qu'on le biaise tout simplement, parce que vous savez que c'est la grande découverte de la physique quantique, c'est que la manière dont vous observez l'objet, finalement, transforme l'objet. Donc, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Enfin, le troisième mode général est l'abduction, c'est la découverte par la chance de quelque chose qui n'était pas attendu, c'est ça la sérendipité. Et donc, c'est aussi dirigé par la technologie ou par la curiosité. Tiens, ça m'amuse, je vais voir ça. Et donc, la plupart des découvertes en réalité sont toutes des découvertes faites comme ça. Alors, l'exemple, encore une fois, que je reprends très très souvent, c'est celui de la géographie au XVIe siècle, si vous voulez, toutes les théories qui étaient basées sur les textes de Ptolémée, qui dataient de quelques siècles avant Jésus-Christ, si vous voulez. Tout ça n'était pas raisonnable, mais ça a été utilisé quand même pendant, je sais pas, 1500 ans, sans que ça ait été confirmé, sans que rien, et pourtant les gens étaient prêts à se battre, à s'entretuer pour savoir si c'était vrai ou pas vrai. Et donc, ça commence en partie avec Christophe Colomb d'un côté, Vasco de Gama de l'autre, où on commence à aller. Christophe Colomb a d'ailleurs, pour qu'on lui donne les bateaux pour y aller, il est obligé de mettre une hypothèse. Il met une hypothèse, qui est de dire qu'il va trouver l'Inde par un autre côté. Et ça marque encore, puisque l'on appelle encore les habitants d'Amérique des Indiens. Donc,
et les cobayes des cochons d'Inde, parce qu'ils ont été trouvés en Amérique du Sud. Hein. Donc, il cherche les Indes, et bien sûr, tout le monde sait ça, il mourra sans savoir qu'il a découvert un nouveau continent. Hein. Il mourra toujours en pensant que c'est l'autre côté de l'Inde. Mais du coup, comme il a un nouvel outil, qui sont des bateaux qui sont capables de faire des caravelles, qui sont capables de faire des traversées de cette distance-là, la boussole, et donc il est capable d'avoir une direction, d'avoir un bateau qui va tenir suffisamment longtemps, et donc il va trouver le nouveau continent. Et alors là, c'est le début, à partir de ça, c'est le début d'une explosion de connaissances, l'Atlantique, le Pacifique, le reste du monde, qui est quelque chose qui était totalement inconnu. On ne pouvait pas se rendre compte qu'on vivait dans une partie du monde et qu'on ignorait la plus grande partie du monde. Donc c'est très, très fascinant. C'est un exemple même de quelque chose qui est basé sur la technologie et la curiosité et qui est totalement inattendu. Et donc c'est très intéressant cette différence entre induction et abduction dans la recherche, parce que si vous croyez en l'induction, eh bien pour financer la recherche, vous attendez des projets de recherche qui vont vous dire ce qu'ils vont trouver. D'accord ? Et donc vous êtes dans l'induction. Et globalement, moi personnellement, je trouve que ça ne marche pas. Non seulement ça ne marche pas, mais en plus de ça, il faut que vous arriviez à convaincre des gens qui vont vous financer ou pas, que votre hypothèse est bonne, qu'elle a des chances d'arriver, et ça. Et en réalité, si vous trouvez quelque chose, c'est un prétexte, comme Christophe Colomb. Si vous avez de l'argent pour un prétexte comme ça, que vous l'utilisez pour regarder ce que vous arrivez à avoir avec une nouvelle approche, alors vous allez trouver quelque chose. Sinon, ce que vous trouvez n'a aucun sens. Donc, point de vue. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire autrement ? Eh bien, c'est de dire, écoutez, il y a des gens qui savent, il y a des gens qui ont le talent de découvrir. Et ça se sait seulement en regardant ce que les gens ont fait avant. Vous ne pouvez pas deviner si quelqu'un va avoir le talent de découvrir. C'est pas comme ça. Parce que même si jeune, il a fait partie de découvertes dans des laboratoires dans lesquels on a l'habitude de découvrir, ça ne veut pas dire que c'est lui qui a découvert. D'accord ? C'est quelque chose d'individuel, la capacité à découvrir. C'est pas quelque chose de collectif. Donc on a une forme de science qui privilégie beaucoup l'induction, donc qui fait, en plus avec l'Europe et puis l'idée générale de la mondialisation qui fait que si on a des réseaux, on est bien meilleur que si on pense tout seul, eh bien, en réalité, la capacité de découverte à l'intérieur de ça est très faible. C'est des gens qui pensent pareil, puisqu'ils ont les mêmes champs scientifiques, qui diluent la capacité d'observation, et donc la rentabilité en termes de découverte, hein, pas en termes de science. La science ne progresse pas par la découverte, elle procède par des améliorations aussi. Par exemple, pour faire le génome humain, il n'y avait pas besoin de faire des découvertes. Vous mettiez effectivement tous les pays du monde, chacun fait un petit bout, il n'y a pas de découverte là. Éventuellement, il y aura de la découverte dans ceux qui analyseront après. Mais séquencer ça, vous n'avez pas besoin, c'est de la technologie. D'ailleurs, on l'a bien vu, au moment où les Chinois se sont mis, ils ont fait le Beijing Institute, qui a séquencé plus que tout le monde. Voilà. Mais il y a eu une découverte qui a été faite en France, hein, sur la manière de gagner à plusieurs années, qui a été faite qui est une très belle histoire de science aussi, hein, qui a été faite par Cohen et Wessenbach, grâce à un institut qui avait été monté par Jean Dossé, qui avait aussi, c'est une très très belle histoire de France. Jean Dossé était le seul scientifique français qui avait un prix Nobel et qui était encore en activité. Et donc, quand il y a eu le bouleversement de l'INSERM, Lazare l'a foutu dehors, lui aussi, comme batté en même temps, d'ailleurs, parce que c'était les meilleurs au monde. Ils a fait sauter, donc c'est pour ça que moi je me sens pas du tout ennuyé par le fait d'être embêté, parce qu'il y a des précédents dans ce pays. Le pire c'est Lavoisier, lui c'était le meilleur scientifique du monde, on l'a coupé la tête, et ensuite c'était 81 où on a viré les 4 médecins les plus connus de France, qui est parmi les meilleurs au monde. Et donc Dossé était très choqué. Heureusement, Mitterrand était très intelligent et le finançait en chantant tous les relais ordinaires du ministère de la Recherche et de l'INSERM. Donc, par ailleurs, une Norvégienne avait eu ses parents sauvés par les parents de Dossé pendant la guerre. Elle était milliardaire. Elle a dit, écoutez, je donne un paquet d'argent. Il n'a pas voulu le prendre pour lui. Il a construit son institut. Il a trouvé 2 jeunes, donc à l'époque ils étaient jeunes, hein, ils ont vieilli, Wessenbach et Cohen. Et l'INSERM et le CNRS ont refusé de le contractualiser. Ils ont refusé de lui donner une étiquette. Très bien. Il a fait ça. Il a été financé par une association de gens qui travaillaient sur les maladies neurologiques.
hein, qui est devenue Genton, par cette Norvégienne, et ils ont fait la découverte qui a fait raccourcir de manière très très incroyable le délai, simplement en trouvant une méthode pour couper le génome humain en morceaux et faire les morceaux les uns après les autres. Découverte extraordinaire. Fait par 2 jeunes, dans un truc qui était entièrement hors norme, qui a été créé par la volonté de quelqu'un qui, du fait de sa gloire, a pu baser sur le fait qu'il avait découvert le système HLA, c'est le système qui, toutes les greffes, toutes les greffes actuellement sont basées sur la découverte de ce qu'il a fait. C'est pas rien du tout, hein, c'est quelque chose d'énorme. Hein. Mais il y avait quelqu'un qui était un polytechnicien qui serait plus malin que les autres, qui a dit, on n'a plus besoin de ces vieux crabes, là, et foutez-le dehors. C'est incroyable, il n'était même pas à la retraite, c'est incroyable. L'arrogance de ces gens, c'est pour ça que vous ne croyez pas que je sois surpris par l'arrogance de ceux qu'on a maintenant. C'est les mêmes. C'est la même que Coffignac qui disait, qui était le président du tribunal qui a condamné le plus grand chimiste et le plus grand scientifique du monde à l'époque-là, qui est l'initiateur d'ailleurs des théories de l'évolution, c'est-à-dire rien ne se crée, rien ne se change, tout se transforme. C'est Lavoisier, bien sûr, et donc Coffignac n'aura aucun doute en disant la révolution n'a pas besoin de savants. Donc c'est la même chose, c'est la même nature. Dans cette nature-là, c'est une nature qui revient régulièrement, qui est une digression par rapport à ce que je veux dire, c'est-à-dire que les hommes qui ont un pouvoir administratif pensent qu'ils ont le pouvoir aussi de savoir ce qui est bon sur la science, ce qui n'a rien à voir. C'est autre chose. Donc le pouvoir administratif ne dirige pas la science, jamais. Ça se trompe toujours. Après, je ne vais pas rappeler tous les trucs. Il y en a qui se sont fait... Un Giordano Bruno, il s'est fait brûler quand même pour ça. Donc Galilée, non, parce que le pape l'a protégé en pratique. Hein, dites que c'est pas vrai, et puis je vous protège, et il lui a donné une pension. Heureusement, il y avait quelqu'un qui avait une certaine hauteur et qui n'a pas laissé les hyènes là assassiner celui qui était le porteur d'une connaissance nouvelle. Et d'un outil nouveau, hein, parce que tout Galilée est parti du fait qu'il avait des outils nouveaux qu'il a utilisés d'une manière qui, relue maintenant, n'est pas extraordinairement convaincante. Ce qu'il disait était vrai, mais la manière dont il le démontrait n'était pas extraordinairement convaincante, on pour dire la vérité. Voilà. Et donc, si vous voulez, on va maintenant finir par une partie qui est comment, maintenant, les philosophes de la science, ça s'appelle les épistémologistes, ont réussi à essayer de réfléchir sur la découverte scientifique. D'accord ? Donc, il y en a 3 qui ont été des hommes très importants pour la pensée du XXe siècle. Karl Popper. Karl Popper dit 2 choses. Alors, les gens se souviennent souvent, vous savez que malheureusement, la mémoire des gens est comme ça, et donc souvent ils se souviennent que d'une chose. Alors, Karl Popper était, lui, en prise avec quelque chose qui ressemble un peu à ce que l'on a maintenant, qui était, les gens voulaient appeler de la science ce qui était une opinion, ou ce qui était une manière de penser, ou ce qui était de la politique. Comme maintenant. Hein. Maintenant, quand on vous oppose quelque chose, on dit « mais c'est de la science ». Bon. C'était la même chose, mais les questions étaient différentes. Et il y avait 3 questions qu'il avait prises en disant « écoutez, est-ce que le marxisme est une science ?» Parce que moi, j'ai encore connu l'époque marxisme. Le marxisme, c'est pas une philosophie, c'est une science. C'est une science économique, c'est une science. Deuxièmement, Freud qui disait « la psychanalyse, c'est une science ». C'est pas de la psychologie, c'est une science. Et puis, troisièmement, l'évolution darwinienne qui disait non, c'est une science, c'est comme ça. C'est pas mon interprétation des changements, c'est une science, c'est comme ça que ça se passe. C'est la survie du plus fort. Très bien. Et Karl Popper a dit, écoutez, si c'est une science, on doit être capable d'envisager qu'il existe une manière de démontrer que ça n'est pas vrai. Parce que si on ne peut pas démontrer que ça n'est pas vrai, alors c'est une religion. Ça cesse d'être une science. Donc si vous n'êtes pas, c'est ce qu'on appelle le principe de la falsifiabilité, c'est-à-dire si vous n'êtes pas capable de démontrer qu'il y a une hypothèse adverse qui donnerait un résultat, si vous n'y arrivez pas, vous n'y arrivez pas. Mais si vous n'êtes pas capable de le faire, ça veut dire que vous êtes sorti du domaine de la science pour être dans le domaine de la croyance et de la religion. Bien sûr, ça fait un énorme scandale, c'est avant la Deuxième Guerre mondiale, et il appliquait ça au marxisme, à la psychanalyse et au darwinisme. Après, il pouvait bien lutter contre les communistes et contre les psychanalystes, contre les évolutionnistes, il n'a pas réussi, il a dit non, mais bon, c'est un peu plus compliqué l'évolution,
Donc il a enlevé l'évolution qui faisait partie de sa première truc. Mais ça, c'est un aspect qu'on a retenu de Popper, c'est-à-dire que si vous n'admettez pas... Donc c'est quelque chose qu'il faudrait leur rappeler maintenant, il n'y a pas de vérité intangible. C'est la vérité intangible, c'est la vérité religieuse. Vous avez bien le droit d'être religieux, vous avez bien le droit de croire ce que vous voulez, mais il ne faut pas dire que c'est de la science, c'est de la croyance. D'accord ? Si vous n'êtes pas capable de dire, mais écoutez, peut-être que c'est pas vrai, et si vous avez des données qui montrent que c'est pas vrai, des données authentiques, hein, parce que là, bien entendu, quand il y a des enjeux financiers considérables, les données qu'on vous oppose ne sont pas nécessairement authentiques. Hein. Eh bien, c'est que vous êtes sorti de la réalité pour entrer dans la croyance, vous êtes sorti de la science. La deuxième chose qu'il dit dedans, qui est extrêmement intéressant, quand il analyse le mécanisme de la découverte scientifique, il dit, en réalité, la découverte scientifique, c'est toujours lié à l'existence de nouveaux outils. Et il prend comme exemple, de manière tout le monde prend comme exemple dans l'histoire des sciences Galilée, hein, tout le monde. Et il dit, voilà, vous regardez, c'est parce que Galilée a la longue vue, il transforme la longue vue en lunettes astronomiques, et c'est grâce à ça, grâce à l'observation du ciel, qu'il arrive à faire passer l'idée de l'héliocentrisme. D'ailleurs, c'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais la Terre qui tourne autour du Soleil. Donc c'est vraiment, donc la Terre bouge, ce qui était contre-intuitif quand même. Hein. Et donc, à chaque fois qu'on change l'outil, en réalité, eh bien, on change la perspective, c'est tout ce qui est technologie driven, et donc, puisqu'on change la perspective, il y a un monde nouveau qui apparaît, la science doit changer parce que l'outil a changé. Voilà. Ensuite, deuxième philosophe très important, Thomas Kuhn, qui lui dit, la structure des révolutions scientifiques, en réalité, l'outil, c'est pas inintéressant, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la théorie. Donc, pour pouvoir découvrir, il faut casser la théorie antérieure. Donc, c'est ce qu'il appelle le paradigme, donc le modèle qui intègre les données à un moment donné. Et donc, vous ne pouvez pas... Et donc, il donne plusieurs exemples en disant, regardez, des fois, il a fallu des siècles entre la découverte de l'outil, la découverte des exceptions et le changement de paradigme. Donc, en réalité, toutes les exceptions cassent la théorie. La bêtise de base, c'est les exceptions confirment la règle, c'est pas vrai. Donc, une exception fait que la règle n'existe plus. C'est fini. Donc après, il faut remplacer ça par autre chose qui nous permet, qui soi-même sera détruit. Hein. Brecht dit ça. La science est fille du temps, sur sa pièce sur Galilée. Donc, eh bien, quand vous changez les outils, vous avez une autre perception de la science qui n'est pas la même. D'accord ? Et donc, il dit, et d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a un paradigme, il se passe la même chose, et c'est un phénomène qu'il décrit qui est un phénomène général évolutif, qui, moi, me paraît beaucoup plus intelligent que celui de Darwin. Hein. Parce que je crois que c'est comme ça que ça se passe en général, dans toutes les activités, que ce soit les activités humaines, mais dans la vie. Non. Il y a une première phase quand une nouvelle idée ou un nouvel organisme arrive et qu'il est adapté à la situation donnée, changement de paradigme. Mais c'est vrai aussi pour les pionniers, par exemple. Les pionniers, les premiers habitants, les premiers pionniers sont différents des deuxièmes, ils sont différents des troisièmes, sur plusieurs générations. Donc, il y a quelque chose qui se passe avec les pionniers qui est très différent. Et donc, dans les pionniers ont une nature, si vous regardez d'ailleurs dans les natures que je vous ai présentées au départ, c'est les deuxièmes, c'est ceux qui sont les durs. Les pionniers n'ont pas peur de casser la théorie antérieure. D'accord ? Et c'est là que vous allez trouver le génie explosif. C'est là-dedans, parce que dans ces mouvements attirent les gens qui sont des créatifs, qui n'ont pas peur de leurs opinions, et qui vont avancer. Et puis, cette période de pionnier, qui est une période de découverte très très intensive, et qu'on retrouve toujours. Hein. C'est pour ça que l'histoire est faite de nœuds comme ça. On voit les pièces de théâtre et la philosophie au départ, c'est un siècle condensé autour d'Athènes et de la Grèce. La peinture va avoir une explosion de la peinture à la fin du 19e siècle, comme il y aurait une explosion de la musique en Angleterre dans les années 60. Tout ça, il y a une nouvelle chose qui se passe, et cette nouvelle chose qui se passe, elle entraîne qu'il y a des aventuriers, des pionniers qui vont découvrir. Voilà. Et puis ensuite, avec ce nouveau modèle, le nombre de choses à découvrir diminue, et on arrive à un plateau. Et si vous regardez dans les modèles que je vous ai donnés, vous avez même, que ce soit la peinture, que ce soit la musique, que ce soit toutes les activités humaines, vous avez un plateau, et puis après ce plateau, eh bien, ça se casse la gueule. Et ça, c'est la décadence. D'accord ? Et donc,
ces phénomènes-là, ces trois phases-là, la phase d'ascension rapide, de plateau et de chute, c'est des phases qui sont les phases évolutives d'à peu près tout ce que nous connaissons sur Terre. Et c'est pas du tout, de mon point de vue, l'évolution progressive de Darwin. Non, on le voit, nous, à l'échelle microscopique, puisque maintenant on a tout, on a les génomes, on a la circulation, l'identification. On voit que c'est comme ça, un clone apparaît, il a au début une fitness absolument incroyable. On voit, vous voyez, toutes les épidémies, je reviendrai dessus sur le Covid. Au début, ça s'accélère, c'est de plus en plus contagieux, puis ça arrive à un pic, et puis ça commence à diminuer, c'est moins contagieux, moins sévère, et puis ça disparaît. Et donc, ces épidémies-là, elles représentent un des mécanismes évolutifs les plus banals. C'est ce qu'on retrouve aussi sur les épidémies de staphylocoque doré chez les poules, ou les épidémies d'Escherichia coli chez les cochons, c'est la même chose, il y a des épidémies, puis ça disparaît. Parce que l'histoire de l'évolution, c'est une augmentation, une stabilité, une décroissance. Et c'est comme ça qu'est l'histoire. Et puis le troisième, très important, moins connu, des épistémologistes, c'est Paul Feyerabend, qui lui dit la manière, une fois qu'on a dit, écoutez, voilà, ce qui est important, c'est de changer d'outil. Puis après, ce qui est important, c'est de changer le paradigme. Et Paul Feyerabend dit, ce qui est important, c'est de changer la méthode. C'est la méthode qui empêche de penser. Et c'est très choquant au début en particulier. Moi, j'avais fait un séminaire avec 4 ou 5 intervenants pour essayer de faire comprendre ce que ça veut dire changer la méthode. Et c'est très complexe, mais il y a des exemples, depuis je réfléchis, il y a des exemples qui sont très simples, qui fonctionnent par analogie avec ce que l'on a vu en dehors de la science, mais pour faire comprendre que dans la science c'est pareil. Par exemple, en musique. J'ai appris quand j'étais petit, j'ai fait 6 ans de musique classique, j'ai appris le solfège, je trouvais ça terriblement ennuyeux, puis je faisais des gammes, et puis et je faisais ça fin des années 50, début des années 60. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'était la musique, ça passait par ça, quelque chose qui était culturel, qui était voilà, petit à petit le solfège s'était mis en place et puis donc il s'était amélioré avec des instruments qui existaient, mais il y a déjà eu des révolutions avec les instruments. Il y avait une révolution avec le piano qui a fait une explosion merveilleuse, mais il n'y avait pas d'explosion sur la méthode, au moins pas aussi tranchée. Quand on arrive au XXe siècle, toute la musique célèbre qu'on va avoir du XXe siècle, il n'y en avait pas un qui connaissait le solfège. Donc ça veut dire que tout, c'est comme si vous aviez des gens qui lisaient, qui écrivaient, qui ne savaient pas lire. Donc tout ce que l'on croyait absolument indispensable pour faire de la musique a explosé en vol. Donc vous avez, prenez les Beatles, prenez les Rolling Stones, prenez tout le rhythm and blues, ces gens ne connaissaient pas du tout. Et tout ce qui est resté de ce XXe siècle, c'est les gens qui ne connaissaient pas le solfège, ils ne connaissaient pas les règles, ils ne connaissaient pas la méthode. D'accord ? Bien sûr, avec ça ont été associés des nouveaux instruments, des changements de modèle, le rythme qui est venu vraiment d'Afrique, et puis s'est implanté en Amérique, et puis partout. Le rythme, la batterie, et puis les nouveaux instruments, la guitare électrique. C'est plus facile de jouer de la guitare électrique que de jouer du piano. On pouvait commencer comme ça. Donc il y a eu à la fois les changements d'outils, le changement de paradigme, et puis la destruction de la méthode. On s'en fout de la méthode. Il s'est passé à peu près la même chose en peinture, même si les gens sont moins lucides, mais globalement, la peinture, on allait dans des académies de peinture où on allait près d'un maître qui vous enseignait la peinture, et on vous apprenait à faire les couleurs, il fallait faire ses couleurs soi-même, il fallait savoir dessiner, on passait des années à dessiner, les modèles, etc. Et puis, d'un coup, avec la phase industrielle, les couleurs se vendent directement. On peut acheter les couleurs. Et donc, on passe dans une génération de peintres du dimanche. Voilà, Gauguin, c'est un peintre du dimanche. Il travaille toute la semaine, le dimanche, il peignait. C'est peintre du dimanche, donc vous n'avez plus besoin vous pouvez acheter les toiles toutes faites, vous n'avez plus besoin d'apprendre à faire les toiles. Vous pouvez acheter les couleurs toutes faites, les pinceaux tout faits, donc tout le monde peut peindre. Donc à partir du moment où tout le monde peut peindre, vous avez une autre peinture avec des choses qui disparaissent. Tous les plans d'harmonie, toute la sophistication qui existait dans la peinture va disparaître d'un coup pour être remplacée rapidement par ça, entièrement. Et donc, les gens qui avaient pas 15 ans d'études ou 20 ans d'études pour apprendre à peindre de manière parfaite, faire des vernis parfaits, tout ça est balayé par des gens qui éventuellement payent en 4 heures avec des couleurs achetées chez le marchand de couleurs, un peintre, un tableau qui va être plus spectaculaire pour la population générale et qui donc va le dépasser. Et ensuite, même le dessin va disparaître. Quelqu'un comme Cézanne ne savait pas dessiner.
Donc on voit bien, qu'il n'a pas passé des heures à dessiner des mannequins. Enfin, c'est pas dessiné. Alors que des choses de base, qui étaient le dessin, la constitution des couleurs, comment on réalise le mélange des couleurs, comment on fait les vernis, vont complètement. La méthode de peinture va complètement disparaître. Et être remplacée par quelque chose qui soi-même va disparaître aussi, parce que la durée de vie de l'impressionnisme est très courte, quand même. Donc c'est très, on voit bien que la méthode, là, qui va être suivie par les méthodes, les tentatives de déstructuration qui sont plus ou moins, qui dureront plus ou moins, qui arrivera à la fin de l'abstrait, quand même. Donc tout ça, ça veut dire que au bout d'un moment, dans les grandes évolutions, la destruction de la méthode est un des éléments majeurs qui permet de faire des bonds d'une nature beaucoup plus importante.